Juillet 1974. En plein cœur du Pacifique, une flotte discrète évolue loin des routes maritimes commerciales. À première vue, il s'agit d'une mission scientifique ordinaire, mais en réalité, chaque navire a un rôle bien précis. En son centre, un colosse de métal attire l'attention, le Hughes Glomar Explorer, un géant de 189 mètres de long, pesant 50 000 tonnes, spécialement conçu pour une mission d'une ampleur sans précédent. Autour de lui, plusieurs navires de soutien assurent la logistique et la discrétion de l'opération. Parmi eux, des bâtiments de ravitaillement et des navires de surveillance chargés de sécuriser la zone. Tout est orchestré avec une précision militaire. À bord du Glomar Explorer, 170 hommes travaillent sans relâche. Ingénieurs, techniciens, marins et même des agents gouvernementaux, chacun a une tâche bien définie. Sur le pont, des dizaines de segments d'acier, mesurant chacun 9 mètres, attendent d'être assemblés. Une fois connectés, ils formeront une colonne gigantesque qui plongera à plus de 5000 mètres sous la surface, une profondeur encore jamais atteinte pour une mission de ce type. Dans les entrailles du navire, un système révolutionnaire est prêt à être déployé. La Moon Pool, une ouverture sous la coque, permet aux équipements d'être descendus dans les profondeurs, en toute discrétion. Le navire est également équipé d'un système de positionnement de haute précision, capable de maintenir sa position exacte malgré les courants puissants du Pacifique. Chaque détail a été soigneusement planifié, chaque risque calculé. Mais l'opération ne passe pas inaperçue. À plusieurs miles nautiques, un navire soviétique, le Chazma, patrouille la zone. Officiellement, il s'agit d'un bâtiment de recherche scientifique. Officieusement, son équipage surveille de près les mouvements de la flotte américaine. Les communications radio sont sporadiques, les échanges restent vagues et la méfiance est palpable. L'équipage du Glomar Explorer sait qu'une fois les premières étapes engagées, il n'y aura plus de retour en arrière. La tension monte à bord. Chaque jour est rythmé par des tests, des répétitions et des préparatifs méticuleux. Le moment est proche. Bientôt, les premières pièces seront descendues dans l'obscurité abyssale. Et ce qui repose au fond de l'océan pourrait bien changer l'équilibre des forces entre les deux superpuissances. Quelques mois plus tôt, le 8 mars 1968, en pleine guerre froide, un événement inquiétant survient dans les profondeurs du Pacifique. Le sous-marin soviétique K-129, un bâtiment de la classe Golf II, ne répond plus. À plus de 1500 miles au nord-ouest d'Hawaï, il a soudainement cessé toute communication alors qu'il patrouillait en eau profonde. Ce silence radio inhabituel déclenche immédiatement une alerte au sein de la marine soviétique. Le K-129 n'est pas un sous-marin ordinaire. À son bord se trouvent 83 marins, mais surtout des équipements d'une importance capitale pour Moscou, 3 missiles balistiques nucléaires, capables d'atteindre le territoire américain en cas de conflit. Pour les soviétiques, la disparition d'un tel bâtiment est un cauchemar stratégique. Dès la confirmation de la perte de contact, une vaste opération de recherche est lancée. Des dizaines de navires, des avions de reconnaissance et même d'autres sous-marins sillonnent la zone supposée de sa disparition. Pendant 2 mois, les soviétiques quadrillent l'océan, espérant retrouver une trace de l'épave. Mais malgré leurs efforts, rien. Le K-129 semble s'être volatilisé, laissant derrière lui une énigme troublante. Désemparée, la marine soviétique finit par abandonner les recherches et déclare l'équipage porté disparu. Pour Moscou, l'affaire est close. Officiellement, le sous-marin a été perdu lors d'un incident technique, une tragédie parmi tant d'autres dans la course effrénée à la suprématie militaire. Mais ce que les soviétiques ignorent, c'est que de l'autre côté du Pacifique, les États-Unis suivent attentivement chaque développement. Grâce à leur réseau de surveillance acoustique sous-marin, SOSUS, les Américains ont capté un signal inhabituel, une implosion sous-marine, enregistrée précisément à la date de la disparition du K-129. Ce bruit étrange, repéré dans une zone habituellement fréquentée par les sous-marins soviétiques, attire immédiatement l'attention du renseignement américain. Une fois les recherches soviétiques abandonnées, la CIA entre en jeu. Il est clair que sous les eaux repose un trésor technologique inestimable. L'état-major américain décide alors d'envoyer un navire spécialement conçu pour l'espionnage sous-marin, le USS Halibut,
un sous-marin nucléaire repensé pour les missions de reconnaissance secrète. Son objectif est simple, localiser l'épave et comprendre ce qui a bien pu arriver au K-129. Après plusieurs semaines d'exploration, les premières images remontent à la surface. Là, à plus de 5000 mètres de profondeur, repose le K-129, brisé, mais encore en grande partie intact. Pour les États-Unis, cette découverte est une aubaine. À bord se trouvent peut-être des informations de première importance, des codes de lancement, des systèmes de communication, voire des armes nucléaires. Le risque est énorme, mais l'opportunité est trop grande pour être ignorée. À Washington, le président Nixon est mis au courant de la situation. Après une série de discussions secrètes au sein du gouvernement, une décision est prise. Une opération de récupération sera tentée. Mais une chose est certaine. Pour remonter un sous-marin soviétique depuis une telle profondeur, il faudra un plan audacieux et une discrétion absolue. Juillet 1974. Après des années de préparation et des millions de dollars investis, l'opération entre enfin dans sa phase critique. À bord du Hughes Glomar Explorer, l'équipage s'active. Les 600 segments de tuyaux d'acier, mesurant chacun 9 mètres, sont progressivement assemblés et descendent lentement dans l'abîme, formant une ligne qui s'enfonce dans l'obscurité à plus de 5000 mètres de profondeur. Chaque manœuvre est surveillée avec une extrême précision, car à cette profondeur, la pression est telle que la moindre erreur pourrait compromettre l'ensemble de la mission. Après plusieurs jours de descente, les capteurs indiquent que la pince hydraulique surnommée Clémentine, une structure massive conçue pour agripper l'épave, approche enfin du sous-marin soviétique K-129. Les images retransmises par les caméras sous-marines révèlent l'épave, brisée en plusieurs morceaux, mais toujours identifiable. Le silence règne dans la salle de contrôle. L'équipe sait qu'elle est sur le point d'accomplir quelque chose d'inédit. Lentement, les commandes sont ajustées et la gigantesque griffe commence à refermer ses bras autour du sous-marin. La tension est à son comble. Pendant plusieurs heures, la remontée débute avec une extrême lenteur. Mètre par mètre, l'épave est tirée vers la surface. Mais soudain, une alarme retentit. Quelque chose ne va pas. Une vibration anormale est détectée dans la structure. Et puis, la catastrophe. Sous l'effet de la pression colossale, une partie du sous-marin cède et se détache brutalement, replongeant dans les profondeurs abyssales. Un silence lourd envahit le navire. Malgré tous les efforts et la technologie de pointe, plus de la moitié de l'épave vient de disparaître à jamais. À bord, les ingénieurs s'empressent de vérifier ce qui reste dans la pince. Une section du sous-marin, comprenant quelques éléments cruciaux, est tout de même sécurisée à bord du Glomar Explorer. Officiellement, les États-Unis ne récupèrent que des torpilles conventionnelles et des débris métalliques. Officieusement, certains pensent que des documents confidentiels et peut-être des codes de lancement nucléaire ont pu être récupérés. Mais ce qui a été trouvé restera un mystère bien gardé par la CIA.